Eh bien, merci. Bonjour à tous. Si vous saviez ce que je suis en train de vivre, mesdames et messieurs, quoi, je suis en train de vivre une expérience extraordinaire que je vais partager avec vous. On la partage avec vous. Je me retrouve là en coulisses avec Stéphane Jenner qui va accompagner tout au long de la semaine. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et puis là, un invité qu'on recevra, mais finalement qu'on reçoit aussi aujourd'hui, demain, Alex Bernardini. Bonjour Alex. Salut Philippe. Alors toi, tu es youtubeur, mais on en parlera demain. Finalement, j'ai deux passionnés qui sont là et ça a été une ébullition là. Ils m'ont dit mais il faudrait parler d'eux, etc. Résultat, on va faire deux émissions et on va créer aujourd'hui une émission et une discussion assez agréable et sympathique sur une thématique passionnante. Finalement, c'est les dinosaures qu'on voit dans Jurassic Park. Entre autres, oui, les dinosaures, des reconstitutions. Est-ce que les reconstitutions sont réelles? Est-ce que c'est totalement aberrant, imaginaire ou autre? Et en comparaison de ce que l'on connaît à partir des résultats des chercheurs, des paléontologues. Et avec nous, on a quelqu'un qui a un poste clé dans la région. Oui, c'est Thierry Tortosa, paléontologue qui est conservateur de la réserve Sainte-Victoire, mais qui a énormément travaillé sur les dinosaures de Provence et du Var en particulier. Avec un ouvrage qui est le... Alors il a écrit les principes de paléontologie. Et dernièrement, il a écrit aussi un ouvrage sur les minéraux de la région du sud de la France. Tu vois, Thierry, il te présente bien tes camarades. Très bien, oui, bonjour. Bonjour Thierry. Et avec toi, on va pouvoir voir finalement aussi, pareil, on va pouvoir aborder cette chose, là, je vais dire peut-être le côté réaliste finalement de ces films, mais en même temps peut-être aussi que le choix de ces dinosaures que l'on voit dans Jurassic Park, ce sont des dinosaures qui sont inspirés de dinosaures existants, mais peut-être pas forcément des dinosaures que l'on a ici dans notre secteur, et notamment la région PACA. Tu pourras, toi aussi notamment, qui a découvert certains restes de dinosaures ici dans notre département du Var. Je pense notamment à l'Arcovenator escotae, et c'est toi qui en a donné le nom à ce dinosaure. Oui, c'est un travail d'équipe, mais oui. Ouais, écoute, à tout de suite, on sera avec toi. Et moi, là, voilà, on peut dire que je vis une émission science-fiction. Je ne sais pas où je vais, mais en tout cas, j'y vais. Et c'est très agréable. Et puis, merci surtout aussi à toute notre équipe à Sébastien Lyotard, là, tout de suite, qui a saisi toutes les images, etc. et tout. Et toute l'équipe, là, qui en quelques zones s'est adaptée, finalement, pour faire plaisir aussi à cette thématique. Je vous ai vu comme des gosses en parlant de ce Jurassic Park. Finalement, Jurassic Park, tous ces animaux sont totalement, je veux dire, ces dinosaures, c'est une réalité. Oui, plus ou moins. Alors, Jurassic Park, en fait, moi, j'ai pas trop accroché. Tu parles de l'histoire. Oui, j'ai pas trop accroché. Mais sinon, Spielberg, quand il a fait son Jurassic Park, il a été quand même aidé par Horner, qui est un paléontologue américain, et donc il y a eu une caution scientifique. Ça a été un des premiers films avec une réelle caution scientifique derrière. Bon, maintenant, certaines données sont devenues obsolètes, parce que Jurassic Park, ça a quand même quelques années. Mais du coup, ça a changé de tout ce qu'on voyait jusqu'à présent, des dinosaures qui étaient pâteaux, qui étaient massifs, avec des sauropodes. Donc les sauropodes sont ceux qui ont le long cou, la longue queue avec la queue qui traîne au sol. Donc ce sont des dinosaures dynamiques, un petit peu comme dans le documentaire de la BBC sur la Terre des dinosaures. Ce sont deux monuments dans l'histoire de la représentation des dinosaures. Et là, on est sur de la reconstitution de dinosaures, des reconstitutions que toi aussi, tu fais aussi ponctuellement et régulièrement, Alex, et notamment ce fameux Arcovenator dont on parlait tout à l'heure, escotae, qui est un dinosaure de notre territoire. Tu en as fait une reconstitution aussi. Voilà, avec Thierry Tortosa qui m'a indiqué comment on procédait pour me donner la morphologie de l'animal en fonction des fossiles qu'il avait découverts. Et finalement, ce travail que vous avez fait en binôme, quelque part, là, quand on parle de Spielberg et quand on parle de dinosaures, c'est la même chose fait finalement en 3D, parce qu'il faut reconstituer ces dinosaures aussi. C'est exactement la même chose. Bon, sauf que Spielberg, il a d'autres moyens, on va dire. Oui, alors, je voudrais quand même mettre un petit bémol sur Jurassic Park. Il aurait plutôt dû s'appeler Crétacé Park, parce que la majorité des dinosaures qu'on voit dans ce film n'ont pas vécu à la période jurassique, mais à la période du Crétacé. Et bien évidemment, il y a le fameux Vélociraptor. Crétacé-Jurassique, lequel précède l'autre? Le Jurassique vient en premier. Et le Crétacé, le dernier, c'est la période qui a vu l'extinction des dinosaures non aviens. Thierry, pour toi, j'allais dire, ces dinosaures justement qu'on voit là, qui font partie finalement du Crétacé Park dans Jurassic, ce sont des animaux qui ont un vrai réalisme? Oui, alors comme l'a très bien dit Stéphane en introduction, c'est la première fois qu'on avait une vision très moderne et scientifique, enfin en tout cas scientifiquement basée de ces dinosaures au cinéma. Donc c'était une révolution. Les années 90, c'est vraiment un choc pour les yeux. Alors moi j'étais gamin à l'époque, comme Stéphane, j'étais un peu déçu en sortant parce que j'étais très fan de dinosaures à l'époque. Mais après avec le temps, on se rend compte que c'est un vrai média intéressant pour faire véhiculer des idées modernes sur les dinosaures et donc sur
le côté actif des animaux, sur leur vie en société, enfin comment ils s'organisaient les uns avec les autres, comment ils chassaient. Voilà. C'est un film qui est très intéressant pour voir cette version actualisée de nos connaissances. Oui. Il y a certains dinosaures qui sont là présents dans le film qui ont des similitudes, ou en tout cas qui sont de la même famille que ce fameux Archovenator escotaillé que tu as découvert. Alors oui, c'est pas Tyrannosaure pour comparer avec Archovenator, mais pour ceux qui ont vu les derniers Jurassic World, on a le Carnotaurus dedans, qui appartient à la famille des Abyssauridés, qui est effectivement la même famille que notre représentant varrois, donc Archovenator, qui avait à peu près la même taille. Dans quel secteur il a été trouvé? Parce que j'ai souvenir qu'en 2019, voilà, il y a eu une cuvée spéciale du côté de Sainte-Victoire qui est sortie pour y donner le nom, donc je suppose qu'on n'est pas très loin de la Sainte-Victoire dans cette découverte. Bah, tout à fait. Même si on est dans le Var, on est au pied de la Sainte-Victoire, puisque le site qui a livré les restes les plus complets d'Archovenator sont situés sur la commune de Pourrières, donc c'est la commune limitrophe avec les Bouches-du-Rhône. Mais après, on en a découvert un peu partout dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, hein. Même aussi un peu plus loin dans le sud-ouest, puisqu'on en a dans l'Hérault et dans l'Aude. Donc c'est vraiment un dinosaure qui est emblématique du sud de la France, et c'est le plus gros carnivore européen du Crétacé supérieur. Tu es en train de dire que c'est un dinosaure qui est caractéristique de nos régions, finalement, en faisant le contraste, en tout cas la comparaison avec Jurassic Park, c'est-à-dire qu'on a deux sortes ou des familles complètement différentes de dinosaures selon le secteur où on se trouve. Tout à fait, tout à fait. Bon, déjà, nous, il faut savoir qu'au Crétacé, le sud de la France était sur une île, enfin, représentait une île. Donc, nos dinosaures ont vécu un peu coupés du monde et ont évolué pendant des dizaines de millions d'années sans avoir vraiment de connexion avec les autres masses continentales périphériques. Donc, on a en Amérique du Nord des dinosaures, en Asie des dinosaures qui sont très différents de ceux qu'on va trouver en Amérique du Sud, en Afrique, enfin dans tous les continents de l'hémisphère sud. Et nous, en Europe, en fait, on était à peu près à la croisée entre les deux grands mondes, d'un côté l'hémisphère nord et donc l'autre l'hémisphère sud, avec des interactions différentes, des dinosaures qui ont pu migrer sur nos îles. Et donc, le plus gros carnivore, c'est un Abyssauridé qui est d'origine donc du sud, d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Là, en plus, quand tu me dis île, je me dis que donc automatiquement l'évolution se fait de manière différente parce que pas forcément de prédateurs, donc automatiquement l'évolution va finalement peut-être laisser la possibilité à certains dinosaures d'exister, quand ailleurs peut-être les mêmes dinosaures ont disparu. C'est un des principes. Alors, la compétition est très forte sur une île, hein. On a moins de ressources, moins d'espace, plus de compétition entre les animaux, même au sein des herbivores. Donc on va avoir des espèces qui vont disparaître, d'autres qui vont avoir, comme vous l'expliquez, une chance de survie parce qu'ils sont très bien adaptés. Et donc ça donne déjà une représentativité des espèces assez particulière. Mais on a aussi un autre phénomène, c'est qu'on va avoir une évolution insulaire, c'est-à-dire que les espèces qui sont très petites vont avoir tendance à devenir gigantesques et inversement, des espèces gigantesques vont être plus petites. C'est pour ça qu'en Provence, et notamment dans le Var, on a trouvé des dinosaures qui sont censés être plus gros, mais de taille moyenne. C'est le cas d'Archovenator ou des titanosaures qui sont 2 fois plus petits que ce qu'on va trouver dans l'hémisphère sud. Par contre, on a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a le plus gros oiseau du monde. Alors c'était un oiseau aptère, hein, un peu comme l'équivalent d'une autruche, qui représentait environ 1,50 m, 1,70 m de hauteur. Et ça, on n'a pas d'équivalent ailleurs dans le monde, parce qu'il était sur cette île, il a eu l'opportunité d'évoluer sans compétition. Stéphane, tu voulais réagir ? Oui, par rapport à l'oiseau dont parle Thierry, c'est le Gargantuavis, Philoinos. Donc, effectivement, on a ce phénomène d'endémisme insulaire où nous avons toutes ces espèces qui vont évoluer de façon très différente. Et c'est intéressant pour avoir des comparatifs et on peut faire des démarches actualistes. Par exemple, l'Australie aujourd'hui, où nous avons énormément de marsupiaux. Alors, l'Australie, c'est une île-continent. Mais du coup, on a des interactions intéressantes avec la biodiversité actuelle qui nous permettent de comprendre comment fonctionnait la biodiversité de l'époque et ensuite de faire des parallèles en même temps avec les réchauffements climatiques actuels par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Donc la paléontologie est une science très actualiste, mine de rien. C'est pas une science ringarde ou une activité d'enfants qui n'ont jamais grandi, quoi. Je vois Alex qui rit aussi, pareil. C'est-à-dire que toi, finalement, toi à la base, tu es un vrai passionné. C'est-à-dire que tu te nourris aussi, pareil, du savoir des uns et des autres. Et toi, en tant que passionné, tu apprends énormément de choses. Et on verra demain que tu partages aussi toutes tes connaissances sur YouTube, sur ta chaîne Simplex Paléo. Et derrière, toi aussi, pareil, cette reconstitution, c'est vraiment aussi un côté passionné que tu arrives à travailler pour reconstituer avec leurs connaissances. C'est dur ou pas, ou c'est compliqué de reconstituer un squelette, d'un squelette partir justement Disons que il faut quand même
connaître un minimum dans l'anatomie. Parce que pour savoir où vont se fixer les muscles, enfin, on fait pas... C'est de la sculpture 3D. Hein. Et donc, pour savoir la forme que peut avoir un animal, il faut savoir lire plus ou moins un squelette, donc un fossile en l'occurrence, pour savoir où vont venir se fixer les muscles, pour mettre ensuite les chairs, etc. etc. C'est là qu'il faut absolument travailler avec un paléontologue, sinon on peut faire des choses qui sont complètement délirantes, quoi. Thierry, toi, je crois que tu as découvert d'autres dinosaures, parce que j'ai parlé là de l'Archovenator et Scotae. Je suis à chaque fois obligé de regarder le nom, parce que sinon je ne pourrais pas m'en souvenir. Et il y en a un autre aussi phare que tu as découvert ici dans la région. En fait, il y en a plusieurs, mais ils n'ont pas encore été publiés scientifiquement. Donc alors chut, il ne faut pas en parler alors. Mais pour le moment, il y a Carchovenator. Mais après, voilà, toutes les familles de dinosaures connues dans le sud de la France, on a fait de nombreuses découvertes, notamment sur Arpdodon, qui est un dinosaure herbivore très emblématique de Provence. Avec les travaux qu'on effectue dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans le Var, on est en train de redécouvrir littéralement les dinosaures de Provence là, depuis une dizaine d'années, grâce aux travaux aussi du Muséum d'histoire naturelle d'Aix en Provence. Donc on est en plein âge d'or des dinosaures provençaux, je dirais. Alex, vous voulez réagir ? Oui, je voudrais mettre en exergue le dinosaure du Var, qui s'appelle le Variraptor, le voleur du Var, que Thierry connaît très bien. Donc Thierry, raconte-nous un peu le Variraptor. Ah, tu vois, hein, tu voulais y échapper, mais il y en avait un autre dont tu voulais que tu parles. Hein. Alors Variraptor, c'est un raptor, hein, comme son nom l'indique, hein, comme on a pu voir dans Jurassic Park, sauf que dans Jurassic Park, le vrai Vélociraptor n'est pas si gros que celui qu'on voit dans le film. Et ben dans le Var, nous avions un raptor qui s'appelle Variraptor parce qu'il a été découvert dans le Var, mais pour la petite anecdote, il a été aussi découvert dans la Bouches-du-Rhône. Mais le nom aurait été beaucoup plus compliqué. Hein. Bucorodaniraptor, c'est imprononçable. Donc les scientifiques sont restés sur Variraptor pour le choix du nom. Il faut savoir que ce Variraptor, donc comme le Vélociraptor, avait cette structure très légère. C'est un animal qui pouvait être assez rapide. Par contre, il est plus gros que le véritable Vélociraptor. Hein. C'est un animal qui pouvait faire jusqu'à 2,50 m, 3 mètres de long. Donc on est sur un raptor de bonne taille. Alors on n'est pas encore sur les dimensions de Jurassic Park qui sont totalement extrapolées, mais on est sur un carnivore quand même qui pouvait faire peur, oui. C'est marrant parce que là, en me parlant des différents noms, tout à l'heure, quand on citait l'Archovenator et Scotae, c'est-à-dire que j'ai été surpris de savoir que ce mot Scotae, finalement, a un lien fort aussi avec le lieu de la trouvaille. Oui, alors on essaie de rendre un peu hommage, on renvoie l'ascenseur aux financeurs, et pour le coup, la société Escota, qui est maintenant Vinci Autoroute, nous avait très largement subventionné sur les fouilles, quelque chose qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir à l'époque, c'était presque du mécénat, et donc en hommage, on a donné le nom d'espèce Escotae, donc en hommage à la société Escota, et Archovenator veut dire donc le chasseur de l'Arc étant le fleuve qui s'écoule au pied de Sainte-Victoire. Stéphane ? Alors par rapport au Variraptor, quand ce sera rouvert, le Muséum surnaturel à Toulon, donc il y a une reconstitution d'un Variraptor. Et donc souvent, je voulais réagir également avec d'autres dinosaures. On parle souvent du Compsognathus, le petit dinosaure qui était trouvé à Canjuers. Alors Canjuers, Fox-en-Fuchs pour Variraptor, c'est pas très loin. Pourtant, ces deux dinosaures ne se sont jamais rencontrés. Pourquoi ? Parce que le Compsognathus, il vivait au Jurassique. À la fin du Jurassique, il a 140 millions d'années. Variraptor vivait à la fin du Crétacé, il y a 70 millions d'années. Donc, je simplifie les chiffres. Entre 140 et 70 millions d'années, il y a 70 millions d'années d'écart entre les deux dinosaures. Ce qui veut dire qu'il y a autant d'années d'écart entre Compsognathus et Variraptor qu'entre Variraptor et nous. Donc, les dinosaures, ce n'est pas une période de l'histoire, c'est 150 millions d'années. Alors du coup, on le réduit à un clin d'œil parce que sur l'histoire de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Donc il y a également ces phénomènes de mélange d'espèces, parce qu'on mélange des espèces qui ne sont jamais rencontrées géographiquement, mais même chronologiquement. Donc c'est vraiment des choses à remettre clairement dans leur contexte. Là, vous savez quoi ? J'ai besoin d'une pause. et cette pause, c'est Marianne Allais qui va nous l'accorder. Voilà, elle est allée chez McLaren. Spontanément, McLaren, on pense, je vais dire, peut-être circuit. Et en tout cas, on va voir que, justement, Marianne est là. Mais avant, vous allez voir la manière de dire bonjour. Tu dis bonjour à qui, Marianne ? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle exclusif. Nous sommes chez McLaren à Paris et derrière moi se trouve la 765 LT. Qui dit McLaren, vous pensez souvent à la F1. Eh bien non, ils font aussi des modèles de série et nous allons aller découvrir celui-ci. Qui dit 765 LT dit 765 chevaux, 1 V8, biturbo. On est sur 765 exemplaires numérotés qui sont
déjà tous vendus. Donc autant vous dire que la marque plaît, le modèle plaît. Allez, je vous emmène à bord pour vous faire découvrir cette magnifique voiture. Comme promis, je vous amène à bord de cette 765 LT qui est juste magique. On est vraiment dans une voiture de course. Donc vous avez des sièges baquets, du carbone, les palettes au volant. Et là, actuellement, je me trouve donc en mode sport. Donc il faut savoir que le dashboard peut changer selon le mode de conduite, notamment quand vous êtes sur de la piste pour justement être très concentré et avoir juste la vitesse à laquelle vous pilotez. Donc je vais vous montrer. Hop, nous allons nous mettre en track. Et vous voyez, le dashboard rentre et on est vraiment sur une très bonne visibilité pour pouvoir aller chercher la performance. Comme vous avez pu le voir et le découvrir, cette voiture est juste magique, incroyable, exclusive. Et ce qui la rend unique, c'est que vous voyez la couleur que j'ai sur mon t-shirt, cet effet tie and dye. Vous pouvez le demander chez McLaren puisqu'ils ont le système MSO qui permet de personnaliser sa voiture de A à Z et de choisir une couleur qui vous sera appropriée et une couleur exclusive. On se retrouve très vite pour un prochain essai. À bientôt tout le monde! Et voilà, elle a refermé la boîte cadeau. Ben voilà. Et on va revenir à cette thématique du jour. On parlait de Jurassic Park et finalement, je veux dire, en lien aussi avec notre territoire et voilà le travail de reconstitution qu'il y a. Et finalement, c'est peut-être aussi ces animaux que l'on aperçoit dans le film. Jurassic Park, je trouve que, alors je ne sais pas lequel je vais envoyer, peut-être toi Alex, il y a des animaux plutôt au long cou qu'on aperçoit et j'allais dire, c'est des animaux aussi qu'on peut retrouver aussi dans notre département aussi, quoi, dans notre région. Absolument. Alors, c'est ce qu'on appelle les dinosaures sauropodes, ceux qui ont un long cou, une longue queue, là, des herbivores. J'en ai déjà vu. Eh bien, figurez-vous que dans le Var et les Bouches-du-Rhône, puisque c'est pas très loin, il y en avait à foison. Et on le sait parce que Aix-en-Provence, chez les Américains, dans le monde de la paléontologie, on appelle ça Eggs in Provence. C'est un des plus hauts lieux mondial, de découverte d'œufs de dinosaures. Les œufs de dinosaures sont légion. Et sur la réserve naturelle de la Sainte-Victoire, qui est un lieu protégé, justement, parce que des coquilles d'œufs, il y en a à profusion. Donc là, finalement, en faisant le lien avec notre territoire et ces dinosaures, on arrive finalement à retrouver des familles à peu près identiques de dinosaures, que ce soit dans Jurassic Park et ici sur notre territoire, alors. Alors, au niveau des familles, peut-être pas, je ne connais pas exactement. Je veux dire famille au sens le style d'animaux au long cou, quoi. Les sauropodes, absolument. Alors, vu que les États-Unis étaient un territoire beaucoup plus grand, évidemment, les animaux étaient beaucoup plus grands. Et vu que la France, enfin tout au moins le sud de la France, faisait partie de ce qu'on appelle le continent ibéro-américain. Ibéro-hispanique, c'est ça, hein? Voilà. C'était donc une île. Donc, évidemment, il y avait ce phénomène nanisme que nous parlions tout à l'heure. Ça fait qu'ils sont un peu plus petits, mais quand même, ça restait des beaux animaux, quoi. Thierry, tu rejoins je veux dire, la conclusion finalement de cette idée des animaux long cou et finalement qui, selon, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, selon le lieu et l'endroit, ouais, on va avoir des animaux extraordinaires mais plus petits. Bah, il faut savoir, oui, qu'on a une adaptation liée au milieu insulaire et grosso modo, on a des dinosaures qui sont très bien adaptés à leur milieu, donc quel que soit le milieu, ils vont venir coloniser et les formes les mieux adaptées vont se retrouver un peu partout. Donc on va avoir des sauropodes, donc des dinosaures à long cou, on va avoir des carnivores, on va avoir des petits herbivores bipèdes ou quadrupèdes comme les dinosaures à bec de canard qu'on voit dans Jurassic Park, et on a des petits dinosaures cuirassés aussi comme les fameux ankylosaures avec leur massue. Bon, les nôtres sont des modèles réduits sans massue, mais on a des équivalents un peu qu'on retrouve à la fois dans le film et aussi ailleurs dans le monde, quoi. Donc, là, tout à l'heure, j'allais dire, on abordait un peu en antenne l'idée aussi du climat. Les animaux que l'on voit actuellement dans Jurassic Park vivent dans un climat ou une température particulière aussi ? Dans Jurassic Park, c'est au large du Costa Rica. On peut penser qu'en Provence, à la même époque, enfin au Crétacé supérieur en tout cas, on était dans une ambiance tropicale aussi, puisque la Provence se situait aux alentours du Maroc actuel, donc aux environs du 30e parallèle nord, et donc avec une température très chaude, puisqu'on est sur entre environ 25 degrés de température annuelle moyenne.
Stéphane? Oui, oui, parce qu'en fait, les stades climatiques ont beaucoup évolué dans l'histoire de la planète. Donc, actuellement, on parle du réchauffement et souvent, j'entends, oui, on n'a jamais connu ça. Bon, si, on a connu ça. Alors, pas l'homme. L'histoire de la planète. Dans l'histoire de la planète. Alors, si l'homme a déjà connu du réchauffement, il y a 1000 ans, au Moyen-Âge, on était en plein optimum climatique médiéval. Mais sur l'histoire de la planète. C'était chaud au Moyen-Âge. Voilà. Et à l'époque des dinosaures, donc, on a ce qu'on appelle un équilibre de planète-serre. Donc, on n'avait pas de glace liquide sur la Terre au niveau des pôles. De temps en temps, à la rigueur, au cours d'hiver. Mais sinon, on n'avait que de l'eau sous forme liquide, pas sous forme solide. Les températures moyennes planétaires étaient d'une vingtaine de degrés. Donc, c'est largement supérieur à l'actuelle, où la température moyenne planétaire est d'une quinzaine de degrés. Hein. Donc, il faisait beaucoup plus chaud, plus humide. Et ce n'est pas pour autant que c'était l'extinction de masse. Donc, nous avons en même temps des études sur la paléoclimatologie et tout ce qui est changement et variation climatique dans le passé. Tu me fais rire depuis tout à l'heure, Alex, parce que c'est vrai, à chaque fois qu'il y en a un des deux qui parle, tu ponctues, tu complètes les phrases, etc. Marrant. Et là, tu disais 14 pendant qu'il parlait. Je ne sais pas de quoi tu parlais, moi. Oui, effectivement, la température moyenne actuelle, c'est 14-15, alors qu'à l'époque, c'était plutôt 25, donc 10 degrés. Et effectivement, il n'y avait pas de calotte glaciaire. Ce qui fait que le niveau de la mer était beaucoup plus haut. Et c'est pour ça que une grande partie de la France était sous les eaux. D'accord. Et c'est vrai que notre département là, a été longtemps sous les eaux. Oui, plusieurs millions d'années, plusieurs dizaines, même centaines de millions d'années, hein, en fonction des périodes. Il n'a pas toujours été sous l'eau. À l'époque de la chaîne hercynienne, à l'époque donc du Permien, c'était continental. Mais on a eu plusieurs fluctuations au niveau environnement. C'est au Jurassique qu'elle était pratiquement inondée, sauf les îles ibéro-armoricaines. C'est un endroit qui finalement a été l'îlot où on accueillait les fameux dinosaures. Donc on a finalement dans notre secteur départemental, alors finalement la chance de pouvoir faire des trouvailles grâce à vous, archéologues et professionnels. Paléontologues. Eh oui, les archéologues, ils regardent juste les cruches, c'est ça? Mais non, pas juste les cruches. Les archéologues, ce ne sont pas les mêmes périodes. Ah pardon, d'accord. Et donc, en gros, vous, en tant que paléontologue, c'est-à-dire que vous avez fait des découvertes, vous avez la chance d'avoir un territoire ici, dans notre région, ne s'arrêtons pas au département, qui vous permet de faire des recherches marines, maritimes, parce que j'allais dire les deux, c'est-à-dire qu'aussi bien du poisson que aussi bien des végétaux et autres, et comme des animaux dinosaures. Donc c'est une zone incroyable de recherche. Ah oui, tout à fait. La Provence, et comme disait Thierry, c'est l'âge d'or des dinosaures de Provence, mais même de la paléontologie provençale en général, parce qu'en Provence, nous n'avons pas que des dinosaures. Nous avons des fossiles qui sont extrêmement anciens en Provence, donc c'est dans le Var, le Mont Fenouillet et Porquerolles, on a des graptolites, donc qui datent du Silurien, donc des organismes marins qui datent de 437 millions d'années. Nous avons également trouvé du côté de Barjol, une tortue qui a 5 millions d'années. Donc entre 437 millions d'années et 5 millions d'années, on a 432 millions d'années d'écart. J'ai pas souvenir d'avoir vu de tortues, moi, à Jurassic Park. Non, parce qu'en fait, les tortues, on en a encore actuellement. Pourtant, les tortues, ça existe depuis des millions d'années. Hein. Mais Jurassic Park, c'était plus vendeur de faire ça avec des dinosaures. Il y aurait eu moins d'action avec des tortues. Avec des tortues ou avec des oiseaux. Tu veux rajouter un dernier point, peut-être, éventuellement, Thierry? Je rappelle Thierry Tortosa, qui est avec nous, et qui est, toi, tu as le poste exact. C'est le conservateur de la réserve Sainte-Victoire. Voilà. De la Sainte-Victoire. En disant que nos dinosaures français mériteraient d'être mieux présentés dans les médias, donc c'est une bonne chose d'en parler aujourd'hui, notamment les dinosaures du sud de la France. Donc merci de les mettre sur l'estrade aujourd'hui. Et on n'en est qu'au tout début, on a encore beaucoup de choses qui vont arriver, donc il faut rester connecté et suivre l'actualité paléontologique. Et puis, de toute manière, toi aussi, tu travailles en parallèle sur des ouvrages scolaires et où on retrouve les contenus pour les scolaires avec des contenus sur lesquels tu travailles, notamment dans ta spécialité. Oui, on travaille sur la géologie, la paléontologie. Là, on a un projet de livre sur la géologie des Bouches-du-Rhône qui devrait sortir dans le courant de l'année. C'est un livre totalement nouveau, ça n'existe pas, il n'y a pas d'équivalent dans notre département. J'espère que le Var suivra aussi dans la foulée. Voilà. Donc c'est toujours mettre à disposition les connaissances scientifiques. Il faudrait qu'on ait des gens compétents sur notre territoire pour ça, tu sais. Tant que tu ne dis pas sur notre plateau. Il paraît qu'on va faire un Tortosa Park. Un Tortosa Park bientôt. En tout cas, là, je rappelle le nom de ton ouvrage là, qu'on a eu tout à l'heure, qui est...
principe de paléontologie. Voilà, j'ai la chance d'avoir deux têtes à côté de moi, donc je m'en sers beaucoup. Et puis surtout, je te remercie d'avoir justement eu la capacité d'avoir été avec nous comme ça et de rebondir, puisque de leur idée, voilà, on t'a appelé, voilà, ça a été une émission quasiment, je vais dire, spontanée, improvisée grâce au travail de la régie et de vos connaissances à tous les trois. Et voilà, donc un grand merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci Thierry. Au revoir. Et puis toi, finalement, tu t'y colles demain pour ton émission alors. Hein. Bon, ben allez. Allez, voilà. Et demain, on parle de Simplex Paléo et de ce travail de youtubeur, justement. Voilà, et puis on va voyager. Et puis tout au long de la semaine, vous allez voir, on va parler littérature jeudi. On parlera de développement personnel, de romans, mais et peut-être encore, on parlera encore du Var tout au long de la semaine, même vendredi. Donc voilà. Un grand merci à toi. Tu es là jusqu'à vendredi, toi. Je crois, oui. À moins qu'on me jette dehors. Non, je te jette pas dehors. Comme il a dit, c'est des animaux extraordinaires, mais un peu plus petits par la taille. Donc voilà. En plus, c'est moi qui ai les clés de la voiture. Hein. Ah merde, c'est vrai, je suis venu avec sa Twingo. Et mince. Bon, allez, à très vite, bisous.